La Turquie élimine l'Autriche dans un match dantesque et se qualifie pour les quarts de finale où elle affrontera les Pays-Bas samedi. C'est le programme d'Eurodé épisode 17. Bonsoir à tous et bienvenue sur Balle au pied. Très heureux de vous retrouver pour évoquer ensemble les deux dernières affiches de ces huitièmes de finale, l'Autriche-Turquie de ce soir et le Pays-Bas-Roumanie de cet après-midi. On va prendre le temps d'en parler tranquillement, mais avant cela, comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, le petit like, l'abonnement, le commentaire, c'est important pour le référencement de la chaîne. Et sans plus tarder donc, évoquant ces huitièmes de finale, en commençant par cette Autriche-Turquie de ce soir, un match dantesque qui s'est joué jusqu'au bout du temps additionnel. On va le voir. Avant cela, coup d'œil aux compositions d'équipe avec du côté de l'Autriche un KE3-1 classique de Ralf Rangnick avec le seul changement un petit peu majeur, cette titularisation de Seval dans les places de Wimmer qui lui est suspendu. Et du côté de la Turquie, des surprises. On pense à Arda Güler dans ce poste de faux numéro 9, à Khan également, mais qui est là pour pallier l'absence de Çalhanoğlu. Mais on a bien Kadioglu et Muldur, les deux latéraux qui ont fait forte impression pour la Turquie lors des matchs de poule. Ils sont bien titulaires et ils vont faire de très bons matchs, notamment Kadioglu qui a été héroïque sur son côté gauche, aussi bien défensivement qu'offensivement. Un match qui va commencer tambour battant, puisqu'au bout de 50 secondes de jeu, on va avoir l'ouverture du score turc, un corner d'Arda Güler, un corner qui va passer devant tout le monde. On va avoir une mésentente entre défenseurs autrichiens, un ballon qui est presque rentré dans le but de Pence qui se dégage comme il peut. Ça va revenir dans les pieds de Demiral qui va mystifier le gardien autrichien et ouvrir le score pour la Turquie. On va voir qu'en fait, c'est une mésentente entre les deux joueurs autrichiens. On a un ballon qui presque rentre dans le but, on va voir Baumgartner qui va vouloir dégager le ballon, ça va revenir sur la jambe de Poche qui était devant lui, Penn va faire comme il peut pour se dégager, ça va donc revenir sur Demiral, l'ancien joueur de la Juventus de Turin qui ouvre le score pour la Turquie au bout de 50 secondes de jeu, un match qui pendant un quart d'heure a été vraiment un match ping-pong où c'était d'un but à l'autre, on va avoir dès l'engagement une frappe de Baumgartner qui passe juste à côté du poteau de Gunok, on va avoir à la 5e minute, là encore un corner pour l'Autriche tiré par Baumgartner, un corner qui semble raté, mais qui va finalement passer devant tout le monde, même devant le but de Gunok qui ne va pas réellement réagir. Ça va arriver au deuxième poteau, on va avoir Mouiné qui va être à quelques centimètres de la reprendre et d'égaliser au bout de 5 minutes face à tout le COP autrichien, mais un bon retour du défenseur turc, eh bien, va permettre à Turquie d'éviter de se faire égaliser au bout de 5 minutes. En termes de match donc très, j'ai envie de dire chaude. On va avoir deux équipes qui vont jouer vraiment d'un but à l'autre pendant un quart d'heure, avec d'un côté l'Autriche qui, on le sait, a une grosse densité dans l'axe, qui a du mal à passer par les côtés, face à une équipe de Turquie qui, elle, arrive bien à annihiler justement ce jeu de côté autrichien. La Turquie est beaucoup plus dans la densité que la qualité, puisqu'on va avoir du côté de la Turquie moins de densité, notamment côté droit, mais on va avoir une qualité technique supérieure avec Arda Güler qui va vraiment jouer un petit peu dans la zone où est le ballon, ça peut être à gauche, à droite, au centre du terrain. Arda Güler qu'on a senti beaucoup libre, c'est d'ailleurs un petit peu ça la patte de ce faux numéro 9, c'est un faux numéro qui peut décrocher pour ensuite créer les espaces dans le dos de la défense autrichienne, notamment pour Yilmaz qui côté droit ainsi que Muldur ont plusieurs fois pris la profondeur pour donner des centres, notamment l'opposé à Yildiz qui malheureusement n'a pas trouvé preneur. Et après un quart d'heure de jeu, on va voir la Turquie qui va vraiment mettre le pied sur le ballon, qui va avoir la maîtrise du ballon, une équipe d'Autriche qui va avoir du mal à réaliser son fameux gegenpressing, et une Turquie qui va réussir à gérer, qui va faire défendre cette équipe autrichienne. On sait que l'Autriche a besoin de vitesse, a besoin de transition pour pouvoir exister, et la Turquie va annihiler ça, et on va avoir un Arda Güler qui va être exceptionnel dans ses gestes techniques, dans sa manière de faire avancer le ballon, à l'image de cette action, à la 20e minute, où il va récupérer le ballon sur un coup franc mal joué de la part de l'Autriche, et il va partir au milieu de 3 joueurs autrichiens pour finir au milieu de terrain à voir Pence avancer, tenter le lob du milieu de terrain, comme ça avait été le cas notamment, il me semble, lors du match de l'Angleterre avec le joueur slovaque, il me semble que c'était Strelec qui avait tenté sur une erreur de Stones, c'est bien de lober Pickford. Là, on va également avoir cette tentative d'Arda Güler. Malheureusement pour lui, le ballon va passer à côté avec cette magnifique photo où Arda Güler se défaire entre les 4 joueurs autrichiens, dont Leimer, Sabitzer, Posch et Mouiné. Arda Güler qui a été rayonnant, même si on sent qu'au fur et à mesure du match, il a pêché physiquement. Il va d'ailleurs être sorti à l'heure de jeu par le coach Montella. Mais donc une Turquie qui va maîtriser son sujet. Mais on va avoir en deuxième mi-temps l'Autriche qui va commencer à reprendre la maîtrise. Une Turquie qui va jouer beaucoup plus bas. On va moins avoir cette manière d'attaquer à plusieurs. On va souvent avoir des longs ballons donnés vers l'avant, mais faute d'un vrai numéro 9, on va dire, parce que Yilmaz n'a pas le physique d'un numéro 9, et bien forcément les ballons vont tout de suite revenir dans les pieds autrichiens. On va voir à la 50e minute une énorme occasion autrichienne, la première, ouais, pas la première parce qu'avec la frappe de Baumgartner, mais la deuxième vraie situation autrichienne. On va avoir ce ballon de Leimer pour Posch qui
plutôt à droite, et bien, il est revenu se recentrer. Il a souvent fait ça d'ailleurs durant le match. Magnifique contrôle. Il arrive à se défaire du retour de Yildiz. Il va donner un magnifique ballon dans le dos de la défense centrale turque pour Arnautovic qui fait un très bel appel. Arnautovic se présente face à Gunok qui fait une très bonne sortie et qui gêne Arnautovic et qui va dévier la frappe de l'attaquant autrichien. Grosse alerte sur le but turc, sur le but de Gunok, et l'Autriche qui, comme j'ai dit, pendant toute la mi-temps va ultra dominer. La Turquie va énormément subir, va reculer, va presque avoir aucune occasion jusqu'à la fin du match. On va avoir une Autriche qui va finir avec 21 tirs contre 6 pour la Turquie, mais alors qu'on a cette période un petit peu où l'Autriche reprend du poil de la bête, on va voir la Turquie qui, à l'heure de jeu sur un corner tiré par Güler, eh bien on va avoir Demiral, encore lui, qui va de cette magnifique tête tromper Pence. Ça fait 2-0 pour la Turquie avec, regardez-moi, ce duel remporté par Demiral qui saute plus haut que Danso, plus haut que Poch, il me semble encore que c'est Poch. Non, c'est pas Poch, le numéro 15, je sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas, il saute plus haut que la défense centrale autrichienne, et un magnifique but pour Demiral qui inscrit donc un doublé pour le défenseur turc. 2-0 pour la Turquie. Gros coup sur la tête pris par l'Autriche qui a vu une ou deux situations auparavant encore pour pouvoir égaliser. Ça fait mal, mais l'Autriche va pousser. On va vraiment voir une demi-heure où on va avoir d'un côté la Turquie qui va être héroïque en tentant le tout pour le tout dans cette manière de défendre et d'assumer cette manière de défendre. Montella va d'ailleurs faire des changements en ce sens. On va voir des sacrifices immenses, notamment le défenseur central va faire vraiment une très forte deuxième mi-temps. Cependant, on va avoir encore une fois sur un coup de pied arrêté, sur un corner, troisième but sur corner, cette fois il est autrichien, un corner de Sabitzer, c'est dévié par la tête de Poch, qui va trouver au second poteau Grigoric, qui était rentré en cours de jeu avec un Demiral qui n'est pas exempt de tout reproche sur le marquage, et il va tromper Gunok, ça va faire 2-1. L'Autriche reprend espoir, et là, la Turquie va être héroïque, comme j'ai dit. La Turquie, qui, on le sait, avait subi l'affront autrichien en mars, une victoire 6-1 de l'Autriche face à la Turquie, avec notamment un triplé de ce même Grigoric, qui est rentré à la mi-temps d'ailleurs, parce qu'on a eu du côté autrichien quelques individualités offensives qui n'ont pas été assez bonnes, on va dire. Et la Turquie qui tout de même a fait un match héroïque, qui a voulu un petit peu, j'ai envie de dire, briser ce mauvais souvenir de cette victoire autrichienne en mars. Et on va avoir pendant 20 minutes, comme j'ai dit, une attaque-défense où l'Autriche va envoyer beaucoup de centres qui ne vont pas trouver preneur. On va avoir 2 ou 3 têtes qui vont passer au-dessus, notamment de Baumgartner sur un magnifique coup franc de Sabitzer. On va avoir une ou deux situations de contre pour la Turquie, mais assez mal gérée parce que voilà, les organismes commencent à fatiguer et puis on monte à 2-3 joueurs maximum du côté turc. On va donc avoir vraiment un bloc autrichien qui va camper dans la partie turque du terrain jusqu'à la 94e minute. Et peut-être l'action défensive de l'Euro, un centre un petit peu Ave Maria de l'Autriche, ça va arriver sur la tête de Baumgartner, au duel avec Kadioglu, une tête très difficile, et là on va avoir l'arrêt du tournoi de Gunok qui va faire un arrêt exceptionnel et qui va sauver les siens d'une égalisation autrichienne à la dernière seconde. Regardez-moi cette occasion, Baumgartner qui saute plus haut que Kadioglu, tête qui est compliquée parce que Baumgartner est en arrière à ce moment-là, il fait un pas vers l'arrière, donc c'est très compliqué de redonner la puissance à cette tête, il va réussir à la piquer, et là, Gunok va étendre sa main droite pour sauver la Turquie. Et après, il va y avoir un corner autrichien. Pence va monter, mais ça ne suffira pas. La Turquie se qualifie. On peut regarder cette magnifique image avec tous les yeux rivés sur le but de Gunok et ce magnifique arrêt. Et à juste titre, tous les joueurs à la fin du match, pour fêter la qualification, vont célébrer Gunok et le remercier avec... Regardez sur l'image à droite, un Çalhanoğlu frustré de ne pas jouer ce match car suspendu, mais qui va célébrer, qui peut être fier de son équipe. Une Turquie qui a été héroïque, qui est allée dans le dépassement de fonction. On a eu des défenseurs qui se sont donnés corps et âme pour défendre le but turc. Un Gunok qui a été impérial, Arda Güler qui a été métronome, même si il est sorti à la 110e minute. Et à ce moment-là, quand il y a ce but autrichien, on se dit que la sortie de Güler, si en plus l'Autriche est amenée, j'ai envie de dire, à égaliser avec ces changements très défensifs de la part de la Turquie, est-ce que ça va pas leur coûter cher si de prolongation il doit y avoir? Mais finalement, la Turquie réussit à empêcher cette égalisation autrichienne et va se qualifier pour les quarts de finale. Ça rappelle un petit peu cette épopée turque en 2008 où la Turquie est arrivée jusqu'en demi-finale. Et bien là, elle va arriver en quart de finale. Bravo à cette équipe de Turquie qui avait fait un des plus hauts matchs de l'Euro face à la Géorgie, avait connu une défaite sévère 3-0 face au Portugal avant de s'imposer 2-1 au bout du bout additionnel face à la Tchéquie pour se qualifier. Et là, elle sort l'Autriche, premier de poule, mais qu'il faut tout de même féliciter. L'Autriche qui a fait une phase de poule, à part ce match contre la France, eh bien, où elle a assumé son statut d'outsider en battant la Pologne, en battant les Pays-Bas 3-2 pour se qualifier en tant que première de son groupe D. L'Autriche qui a quand même connu une première mi-temps très difficile, où la Turquie a réussi à faire totalement déjouer cette équipe autrichienne, en l'obligeant à défendre, mais
pas comme elle le fait, c'est-à-dire sans gegenpressing, mais plutôt en défendant en bloc assez compact bas et avec une difficulté pour ensuite se projeter en transition, alors que c'est pourtant la force de cette équipe autrichienne. Elle a connu une deuxième mi-temps où là, elle a vraiment imposé son rythme, un fort pressing, une récupération haute, un nombre de centres incalculable. Malheureusement, le dernier geste, la dernière finition, voilà, ces petits détails en attaque, eh bien, n'ont pas été du côté autrichien et ça leur a coûté cher puisqu'ils sont éliminés, mais ils peuvent sortir la tête haute. Voilà, on sait que cette partie de tableau était très ouverte. On avait la Roumanie, les Pays-Bas, la Turquie, l'Autriche. Ces 4 équipes pouvaient se qualifier. Mais finalement, dans ce match entre l'Autriche et la Turquie, c'est la Turquie qui se qualifie en quart de finale. Donc bravo à cette équipe de Turquie qui affrontera samedi prochain les Pays-Bas qui dans le même temps se sont imposés 3-0 face à la Roumanie. C'était l'upset que je voyais, la Roumanie battre les Pays-Bas. J'avoue que j'y ai cru lors du premier quart d'heure, parce qu'on a eu un premier quart d'heure où les Roumains ont asphyxié les Pays-Bas. On avait vraiment eu un bloc roumain qui défendait très très haut, très agressif, avec un pressing où on empêchait Verbruggen vraiment de trouver ses premiers défenseurs pour pouvoir ensuite essayer de construire. On a eu une situation de centre, notamment de la part de Mann, le joueur de Parme, qui n'ont pas trouvé preneur. Et ensuite, on va avoir une équipe des Pays-Bas qui va reprendre un petit peu le rythme du match, notamment grâce à l'ouverture du score. On a un magnifique ballon de Schouten. Alors, je vais trop vite, excusez-moi. Avant cela, les compositions d'équipe, évidemment. Du côté des Pays-Bas, des surprises tout de même, avec Schouten qui est titulaire, pas donc de Veerman qui avait été, on le sait, très mauvais face à l'Autriche lors du troisième match de poule et qui avait sorti au bout d'une demi-heure, et devant Gakpo, Depay et Bergwijn qui joue latéral droit, ailier droit, lui qui n'a pas joué depuis un match amical début juin avec les Pays-Bas. Il m'a été titulaire pour ses premières minutes dans un Euro, et il a été plutôt au rendez-vous du côté roumain. Voilà, la composition classique avec Dragusin, le défenseur Tottenham, Nitsa dans les buts, Rasiu, défenseur latéral que j'aime beaucoup, et évidemment les hommes forts que sont Sancho et Mann sur le côté droit de l'attaque roumaine. Donc comme j'ai dit, la Roumanie va donner un quart d'heure très compliqué aux Pays-Bas avant cette 18e minute et la première vraie action hollandaise avec Schouten qui va casser une ligne pour trouver Xavi Simons. Et on a souvent trouvé ce genre d'action avec un Schouten dans le milieu à deux avec Reinders qui était plutôt le milieu reculé qui essaie de casser la ligne, alors que Reinders lui essaie de percuter avant tout et de participer, j'ai envie de dire, aux actions offensives des Pays-Bas. Et un Xavi Simons dans ce rôle de pointe haute du milieu à 3, eh bien réussit à se mettre parfaitement entre les lignes roumaines, comme ici par exemple, il va ensuite magnifiquement décaler Cody Gakpo face à Rasiu, il va faire un crochet extérieur, fermer son pied pour tromper Nitsa. On va le revoir un petit peu mieux ici, Nitsa qui est pas exemple de tout reproche non plus, parce que le ballon, il doit mieux couvrir son premier poteau, il effleure le ballon, mais il est trop éloigné de son poteau, et ça va donc finir dans le but roumain. Cody Gakpo qui donc ouvre le score, Cody Gakpo qui marque le 3e but de la compétition, et a déjà marqué 3 buts lors de la Coupe du Monde 2022. Comme je le disais dans ma vidéo, il me semble que c'était après le match contre la Pologne, Cody Gakpo est le type de joueur de grand tournoi qui, lorsqu'il porte le maillot de la sélection nationale, eh bien, se transcende. On sait qu'il peut avoir du mal avec Liverpool dans un bloc où il n'a pas forcément de la vitesse, j'ai envie de dire, à prendre. Là, on sait que dans ce poste d'ailier avec une équipe des Pays-Bas assez joueuse et qui va assez vite en transition, eh bien, on peut avoir une équipe des Pays-Bas qui va vite et un Cody Gakpo qui, sur son côté gauche, prend de la vitesse, peut provoquer, éliminer ses adversaires et il a la qualité de finition pour marquer. C'était encore le cas ce soir. Cody Gakpo donc qui va lancer les Pays-Bas qui vont ensuite surdominer la rencontre pendant 70 minutes. On va beaucoup utiliser le côté droit hollandais avec notamment Dumfries et Bergwijn qui ont une très bonne relation technique, et un Dumfries qui n'hésite pas à faire des courses intérieures où il part de son côté droit pour rentrer un petit peu intérieur avec de magnifiques passes, que ce soit de Schouten, de Reinders, pour le trouver justement ensuite et centrer en retrait. On va avoir plusieurs occasions de ce type qui malheureusement n'aboutiront pas pour les Pays-Bas. On va avoir une action importante en fin de première mi-temps. On va avoir un ballon un petit peu trop long. En tout cas, c'est ce que l'on pense, mais Dumfries va croire jusqu'au bout. Il va réussir à tromper le défenseur roumain, récupérer le ballon, centrer en retrait pour Xavi Simons qui est tout seul. Mais là encore, Xavi Simons, c'est un petit peu le reproche qu'on peut lui faire encore à ce jeune garçon qui a fait, je trouve, un plutôt bon match, mais encore une fois, pour un joueur offensif, dans la finition, c'est abominable. Là, il doit frapper, il doit faire mieux. Il contrôle, il s'en mêle les pinceaux avant de faire une frappe complètement ratée, écrasée, qui va en sortie de but. Donc voilà, un match compliqué pour Simons qui dans le jeu était plutôt bon je trouve, mais qui pour un joueur offensif doit beaucoup mieux faire, et c'est vraiment là son axe de progression, en tout cas avec les Pays-Bas. Il a montré ses capacités avec Leipzig, mais avec les Pays-Bas il n'a toujours pas de match référence où il a vraiment pu peser sur une rencontre. On a également Memphis Depay qui je trouve
joue comme si il était arrivé, comme s'il était vraiment le meilleur joueur du monde, où on sent beaucoup de nonchalance, il demande beaucoup le ballon, il attend que le ballon vienne à lui plutôt que d'aller le chercher. Et pour un joueur qui joue numéro 9 mais qui aime bien participer au jeu, j'ai un petit peu de mal avec ça. Donc les Pays-Bas vont dominer, ils vont avoir de grosses situations en deuxième mi-temps. À l'heure de jeu, cette tête de Van Dijk sur le poteau de Nitsa. On va avoir à la 70e minute une double énorme occasion sur un dégagement de la tête de De Vrij. Eh bien, on va avoir le ballon qui va revenir sur Gakpo. Gakpo va être super bien inspiré en faisant une talonnade pour Xavi Simons. Xavi Simons qui aurait pu tirer en première intention, mais qui va préférer essayer de dribbler son vis-à-vis. Là encore, il va se rater. C'est encore une fois le mauvais geste fait par Xavi Simons. On le répète et on ne le dira jamais assez. Le ballon va tout de même revenir sur Veerman qui va trouver Gakpo. Gakpo d'une magnifique talonnade va décaler Veerman qui était rentré en jeu. Veerman qui pourtant voilà, il fait un match compliqué face à l'Autriche sorti au bout de demi-heure et qui avait remplacé Schouten au cours du match. Veerman va se présenter face à Nitsa, mais il ne va pas assez enrouler sa frappe, ça va frôler le poteau romain. Et là, on se dit, au fur et à mesure que le match avance, eh bien que les Pays-Bas ont énormément de situations, énormément d'occasions de tuer le match, de marquer le deuxième but, et qu'à force, ça pourrait leur coûter cher avec les Romains sur une situation avec 10 dernières minutes de folie où les Romains vont pouvoir pousser, eh bien égaliser et réaliser le braquage, j'ai envie de dire, de ces huitièmes de finale. Mais finalement, les Pays-Bas vont trouver la faille sur une touche. On va avoir Memphis Depay qui va magnifiquement donner derrière lui à Cody Gakpo. Cody Gakpo fait face à Dragosin. Dragosin va magnifiquement remporter son duel. Il pense que le ballon va sortir en 6 mètres, mais on va avoir un Cody Gakpo qui va se battre, qui, à l'image de son match, eh bien, n'a pas arrêté de provoquer, qui n'a pas arrêté de créer des différences, à vouloir à tout prix tenter de marquer, de faire marquer. Ça va être le cas là, il va s'arracher, se retrouver devant Nissa et décaler en retrait Donnel Malen qui était rentré en jeu et qui n'a plus qu'à marquer dans le but vide 2-0 pour les Pays-Bas, qui vont même marquer un troisième but en toute fin de rencontre alors que la Roumanie poussait un petit peu pour au moins réduire le score. Et bien sûr, un ballon récupéré par Xavi Simons, il va lancer Donnel Malen qui va faire un rush solitaire, se retrouver face à son vis-à-vis, l'éliminer d'un crochet extérieur, et puis finir en fermant son pied face à Nitsa. 3-0. Donnel Malen, qui est le premier joueur de cet Euro à inscrire un doublé. Demiral le fera un petit peu plus tard dans la soirée. Donc les deux premiers doublés de cet Euro sont sur ces deux huitièmes de finale. Et les Pays-Bas, donc, qui se qualifient à Munich et qui a pu communier avec tout le contingent hollandais qui était venu les supporter. Les Pays-Bas qui étaient attendus au tournant, qui sont les favoris de cette partie de tableau et qui ont vraiment fait acte d'autorité aujourd'hui en ultra dominant le match. Comme j'ai dit, un premier quart d'heure compliqué, mais ensuite, ils n'ont cessé de déplacement, un milieu de terrain très solide avec un Rander Schouten qui, je pense, ont vraiment leur match référence dans cet Euro. Une attaque où Cody Gakpo a encore montré de très belles choses. Une relation Dumfries-Bergwijn qui est plutôt intéressante. On a vu que avec Dumfries et Frimpong, c'était assez compliqué d'avoir, on va dire, une certaine alternance ou en tout cas une certaine facilité à passer sur ce côté droit avec peut-être un petit peu trop de jeu personnel et pas assez de combinaison. Alors qu'avec un Bergwijn et un Dumfries, on sent cette volonté de Bergwijn de venir intérieur pour laisser le champ libre à Dumfries, ou bien de reculer pour laisser Dumfries et bien prendre l'intervalle et faire ses courses intérieures comme il a pu le faire en première mi-temps. Et les Pays-Bas donc qui se qualifient. Un petit mot avant tout pour la Roumanie qui joue à Munich. On sait que ça leur avait porté bonheur lors de la phase de groupe où ils avaient notamment battu 3-0 l'Ukraine dans ce match. Ils nous avaient rendu fous de cette équipe, nous amoureux de football, où ils avaient été magnifiques. La Roumanie qui ensuite avait un petit peu plus de mal face à la Belgique et beaucoup de mal face à la Slovaquie où le match nul un partout est heureux. La Roumanie qui avait quand même fini premier de sa poule et qui a peut-être eu le pire tirage en étant premier de sa poule avec ce troisième qui est les Pays-Bas. Mais la Roumanie qui donc a montré de belles valeurs, qui a montré de belles choses, des joueurs qui se sont révélés. Je pense à Raciu. Je pense à Dragosin qui, lui, on le connaissait un petit peu du côté de Tottenham, mais qui a montré qu'il pouvait porter une équipe nationale. Je pense à Man aussi, le joueur de Parme, qui, à mon avis, devrait avoir une sollicitation cet été. Donc une belle équipe de Roumanie, mais globalement, je pense aussi à l'Autriche face à la Turquie. Les petites équipes, entre guillemets, nous ont montré de très belles choses sur cet Euro, et c'est revigorant un petit peu de voir ces équipes proposer du football, réussir de plus en plus à rivaliser avec les grandes nations, et ça c'est vraiment magnifique pour le football européen. Alors certains diront que c'est peut-être mauvais signe, que le football européen va mal, que les gros ont de plus en plus de mal à créer du jeu et à être dominants. Certains diront que ça rééquilibre un petit peu les forces et que c'est pas plus mal. Chacun aura son avis, d'ailleurs n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et donc on aura des quarts de finale très très intéressants. On a eu, je pense, un des plus beaux huitièmes de finale, c'était le plus beau entre l'Autriche et la Turquie, parce que une dramaturgie, de belles individualités comme Arda Güler, et surtout aussi du suspense, parce que jusqu'à la fin, l'Autriche pouvait égaliser. Et on va donc avoir un tableau final très très alléchant avec, dans la partie basse, le Pays-Bas-Turquie, ce sera samedi à 21h, et plutôt dans la journée, on aura cette Angleterre-Suisse qui, lui, s'annonce assez intéressant, avec d'un côté l'Angleterre qui
produit un des pires jeux de l'Euro, et de l'autre côté la Suisse qui, elle, produit un des plus beaux. Ça va être assez intéressant de voir quelle équipe va réussir à prendre l'assaut du match. Est-ce qu'on va voir la Suisse qui va rendre ce match beau, ou l'Angleterre qui va rendre ce match chiant? C'est un petit peu ce qu'on verra samedi, on aura le temps d'en reparler. Et Pays-Bas-Turquie, un choc qui va être intéressant, je pense, avec deux équipes qui n'hésitent pas à ouvrir le jeu. Je pense qu'on va pouvoir se régaler, on espère plein de buts. Et dans la partie haute, on a les quarts de finale que l'on attendait. Espagne-Allemagne, vendredi à 18h, suivi de Portugal-France. Ça va être un vendredi assez fou, on va avoir de très belles affiches. En tout cas, l'Espagne-Allemagne sera une belle affiche. Pour le Portugal-France, au vu de ce que deux équipes nous ont montré sur les huitièmes de finale, et plus globalement pour l'équipe de France sur ses taureaux en général, avec une certaine solidité défensive, voilà, le match pourrait très vite devenir... voilà, entre les deux matchs, il faudra peut-être se mouiller la nuque, parce que ça risque de faire mal. Mais bon, en tout cas, sur le papier, très beau quart de finale, et on espère qu'ils seront à la hauteur. Peut-être un petit peu plus que ces huitièmes de finale, qui en partie ont été décevants. Je pense à ce France-Belgique, à ce Portugal-Slovénie, ou encore à cette Angleterre-Slovaquie. Mais donc voilà, on y est, les quarts de finale commencent vendredi, et on a hâte, et évidemment on sera là pour en parler sur la chaîne. C'est donc tout pour cet Euroday épisode 17, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, le petit like, l'abonnement, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette journée, si vous avez été ébloui par l'héroïsme de cette équipe de Turquie, si vous pensez qu'elle peut aller loin, c'est-à-dire jusqu'en demi-finale, si elle peut éliminer cette équipe des Pays-Bas qui a quand même fait forte impression aujourd'hui face à la Roumanie. Dites-le moi en commentaire. Moi, je vous retrouve à coup sûr vendredi pour les débriefs de ces quarts de finale. Il n'est pas possible que je fasse une vidéo jeudi pour évoquer un petit peu ces quarts de finale, faire une petite preview comme je l'avais fait pour les huitièmes, parce que j'ai vu que vous aimiez bien ça, donc peut-être que j'essaierai de faire une vidéo, je vous promets rien. Mais en tout cas, on sera là pour débriefer chaque match de ces quarts de finale. Et voilà, j'espère que vous serez là pour me soutenir, comme vous le faites depuis le début de cet Euro. Moi, c'est avec plaisir que je fais ces vidéos, et voilà. On vit un bel Euro, et je vis un bel Euro sur YouTube, donc voilà, merci à vous. Donc sur ce, je vais vous laisser, vous souhaiter une bonne nuit, une bonne journée, une bonne soirée, selon moi me regarder, et d'ici là, n'oubliez jamais, vive le foot!